Coupable de crimes sexuels, combien de temps passera Alexandre Sylvestre derrière les barreaux? Et quel avenir pour le CLSC de Barrault? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. D'abord, au palais de justice de Val-d'Or, l'ex-enseignant d'éducation physique Alexandre Sylvestre, reconnu coupable de crimes sexuels, devra passer un peu plus d'1 an en prison. Ce dernier a reçu sa sentence ce matin et Félix Blaquière nous donne les détails. Alexandre Sylvestre devra purger 16 mois de prison. L'enseignant d'éducation physique a reçu cette sentence sur le chef d'accusation de leurre envers une mineure et il écope d'une peine de 6 mois en simultané pour avoir échangé du matériel à caractère sexuel avec une mineure. Les peines ne s'additionnent donc pas. Il sera ensuite en probation 3 ans à sa sortie de prison et il sera inscrit 20 ans sur la liste des délinquants sexuels. Le fait que le contrevenant n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il se soit retrouvé un autre emploi ont été retenus en facteur atténuant. Mais le mauvais traitement envers une personne de moins de 18 ans, l'abus de confiance envers la victime sous l'autorité de l'ancien enseignant et les conséquences importantes sur la victime ont été énumérés en tant que facteurs aggravants. La cause sera sûrement portée en appel puisque l'avocate à la défense affirme que le dossier est prêt et qu'il sera déposé. Si le dossier est retenu, M. Sylvestre pourrait être remis en liberté dès le 22 mai en attendant de passer devant la cour d'appel. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et près de 150 citoyens étaient réunis hier soir à Barrault pour assister à une rencontre d'information concernant l'avenir de leur CLSC. Ils ont fait part de leur inquiétude quant aux abolitions de postes des dernières années dans la municipalité. Un résumé d'Alexis Dumont. Le message transmis par les citoyens dans la salle mardi soir est clair. On veut un CLSC ici. Point final. Depuis quelques années, les services au CLSC disparaissent un à un et pas question pour les citoyens de voyager à Amos. Ils veulent des soins chez eux. Vous avez un CLSC à Amos? Oui. Vous ne pourriez pas couper un poste là et l'envoyer ici? Ça ne fera pas un dommage, là, parce que l'hôpital, il couvre quasiment dedans. Les personnes qui prennent des prises de sang à toutes les semaines, ils vont faire quoi? Je vois le monde aujourd'hui ici, puis je me dis, moi j'ai 28 ans, puis j'aurais pas fait la route, aller-retour, avec l'école et tout, puis je vois les gens ici qui sont qui n'ont pas toutes des autos, qui sont assagés. Une mobilisation qui réjouit la mairesse et les membres du comité Vigie. Il y avait 140 personnes, comme il faut, dans l'Assemblée. Alors, je pense que c'est clair. Le mandat nous a été donné de poursuivre. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment la population derrière nous. Ça fait que ça nous fait grand plaisir parce que ça fait, comme je vous disais, 2 ans qu'on y travaille, qu'on cherche des solutions parce que le CISAT n'en a pas à nous proposer. L'heure est maintenant aux négociations avec le CISAT. Plusieurs personnes leur reprochent d'ailleurs un manque d'action et de transparence. L'organisation se défend en mentionnant que des efforts sont déployés sur la table pour assurer la survie du CLSC. Où est-ce qu'il est, le boss? Pour le moment, l'ensemble de ces fonctions-là sont affectées à des services critiques essentiels partout sur le territoire, là, comme je vous ai dit, les services d'urgence et tout. Donc, ce qui a toujours été mentionné, lorsque le nombre de ressources sera en quantité suffisante, on pourra effectivement avoir des postes qui permettront de répondre aux besoins. Mais est-ce que tout cela est suffisant? C'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés, mais c'est ça. Il faut un vouloir là, du CISAT aussi. Là. Il faut qu'il nous appuie aussi dans ces suggestions-là. Une rencontre aura d'ailleurs lieu mercredi prochain entre la municipalité et le comité Vigie afin de faire un bilan sur la séance de ce soir. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Barrault. Serait-ce le début de la fin pour la coalition Avenir Québec dans la région? À cette question, le député du Parti québécois et poids lourd de l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé, se dit préoccupé. Des préoccupations qui émanent de récentes sorties dans les médias de Daniel Bernard, député de la CAQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui juge que la voix des régions peine à trouver écho à Québec, siège du pouvoir. Voici notre entretien. Qu'est-ce que ça en dit sur le leadership de M. Legault quand un député de région comme ça sont obligés de faire une sortie comme ça? Et qu'est-ce que ça en dit sur la vision pour les régions, en fait, là, de François Legault? D'abord, ça arrive à peu près jamais qu'un député puisse s'exprimer publiquement pour faire des critiques face à son gouvernement. Ça demande du courage et ça démontre l'importance des enjeux pour cette région. Et nous, on le savait parce que l'an dernier, on s'est rendu à Rouyn-Noranda pour notre caucus.
On a choisi d'aller dans cette région pour écouter ce qui se dit. Et c'est exactement ce qu'on nous a dit de la part des élus locaux et de la part de la population. Donc, ce qu'il dit, il a raison. Et s'il le dit, c'est que ça représente la vie de pas mal de monde au Québec, des députés de la CAQ qui sont tannés qu'il ne se passe rien dans les régions et de ne pas être écoutés. Ce qu'il dit également, M. Bernard, qui est très important, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue a donné 3 députés de la CAQ et aucun s'est qualifié pour être ministre responsable de la région. Et il y a un coût à ça. Au lieu de choisir un député qui est présent à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or ou à Amos, ils ont choisi quelqu'un qui habite à Trois-Rivières. Quel est ce manque de confiance à l'égard des 3 députés de la CAQ? Pourquoi il n'y en a pas un des 3 qui est ministre responsable de la région? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Tant avec le Parti québécois que le Parti libéral, il y a toujours un ou une députée qui est ministre responsable de la région. Au Parti québécois, c'était François Gendron, c'était Rémi Trudel. Au Parti libéral, il y a eu M. Corbeil, entre autres. Pourquoi l'exception, c'est avec la CAQ? Aucun des 3 se qualifie pour être ministre. Ça envoie tout un message. Ça arrive dans votre région et c'est également le cas en Gaspésie et aux îles. En ce sens-là, je vais poser la question comme ça, M. Bérubé, mais est-ce que les gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, en élisant 3 personnes de la CAQ, se sont fait flouer aux dernières élections dans ce genre de situation-là? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui. La réponse, c'est oui. On a demandé aux gens de la région de voter massivement pour la CAQ. Ils ont dit oui, ils ont voté pour François Legault. Et ils se disent, on aura quelqu'un de notre groupe qui va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale. Aucun. Alors, oui, les gens se sont fait avoir, mais ils ne sont pas obligés de se faire avoir une autre fois. Donc, il y a une élection l'année prochaine. Et soyez assurés d'une chose, le Parti québécois revient en force dans cette région. On est en avance dans les 3 circonscriptions. La région sera beaucoup plus entendue à l'Assemblée nationale. D'ici ce temps, il faut entendre ce que Daniel Bernard nous dit, le message pour les régions de la CAQ. Quand c'est nous qui vous le dites, les gens peuvent dire, oui, mais c'est l'opposition, c'est les adversaires de la CAQ. Et là, écoutez bien, c'est un député élu de la CAQ qui nous dit, ça n'a aucun sens, personne ne nous écoute, le pouvoir n'est pas dans les régions, fuyez. Il a été entendu. Et est-ce que, selon vous, tout député qui serait dans ce type de position-là, en fait, qui n'est pas en mesure de répondre aux exigences de ce pourquoi il a été élu, a encore la légitimité d'être là, en fait, là? Je pense que c'est les citoyens qui vont trancher. Ça prend des gens qui ont l'indépendance d'esprit pour penser toujours pour la région avant de penser pour leur parti. Et c'est pas pour rien que dans les 3 circonscriptions, les résultats de projection électorale sont catastrophiques pour la CAQ. Ça envoie ce message-là. Alors, les chiffres parlent, la population parle, et maintenant un député de la CAQ parle. Je pense que la cause est assez entendue dans cette région. Et c'est pas pour rien que, et je le dis parce que ça circule, le député d'Abitibi-Est a de très bonnes chances de se retrouver bientôt candidat à la mairie de Val-d'Or, donc de quitter son poste de député. Il ne l'a pas nié, et je pense que c'est une des démonstrations qu'il sent qu'il n'y a pas d'avenir à la CAQ en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le début d'une fronde qui pourrait être plus grande, selon vous, là. Début d'un changement qui va s'exprimer, selon moi, à l'automne 2026. Mais d'ici ce temps-là, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour la région. Alors, que les propos de Daniel Bernard puissent servir d'électrochoc pour ce gouvernement se ressaisissent pour cette région et les autres régions aussi. Et au sport, Zachary Mainville et Thomas Varolin du club de judo de Rouyn-Noranda sont maintenant doubles médaillés d'or canadiens. Le duo de l'or au Canada dans la discipline des katas poursuit son irrésistible lancée en ramenant l'or chez les U23 dans la catégorie senior au championnat canadien de Calgary. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie avec des minimums entre 7 et 8 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, c'est encore de la pluie avec un maximum de 14 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 11 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.